suscité beaucoup de questions qui seront, je crois, abordées au cours de cette table ronde avec des expériences de terrain. Là, on descend sur le terrain avec, on a de la chance, plusieurs intervenants et également une psychologue, Sarah Lacam, qui nous donnera elle aussi un petit éclairage. Donc, alors, on a revisité un petit peu l'ordre, donc je ne suis pas sûre d'avoir tout retenu. Mais vous allez m'aider, la première à prendre la parole, ce sera, donc on est bien d'accord, Brigitte Grossens, qui est responsable de la commission bénévolat. Ah, un micro, déjà, je me suis plantée. Je ne suis pas responsable de la commission bénévolat, je fais partie de la commission bénévolat. C'est Dominique qui est responsable. Toutes mes excuses. Donc vous avez le micro, vous allez le garder, vous allez un petit peu nous raconter ou nous décrire le profil de ces bénévoles, les modes de recrutement, et on ne manquera pas de vous poser quelques questions avant de poursuivre. Donc, comme je l'ai dit, c'est au titre d'être membre de la commission bénévolat de la Fédération que j'interviens cet après-midi à la table ronde. Donc, juste pour préciser qu'au cours de ma vie professionnelle, j'ai exercé, entre autres, en tant qu'infirmière à domicile. Donc, le domicile, je le connais bien. Comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises ce matin, le maintien à domicile des personnes gravement malades en fin de vie et des personnes âgées va considérablement augmenter ces prochaines années, et ceci soutenu par le cadre du dernier plan soins palliatifs 2015-2018. L'accompagnement dans le cadre de Jalmalve a donc tout à fait sa place dans ce contexte précis. Mais cet accompagnement a des caractéristiques bien spécifiques. Comme on ne s'improvise pas bénévole d'accompagnement au sein des institutions, l'accompagnement à domicile aussi nécessite une réflexion et une formation bien spécifiques. Donc, un des rôles de notre fédération est de proposer cette formation aux bénévoles qui désirent s'engager dans cet accompagnement. Donc, je vais brosser en quelques lignes des problèmes bien particuliers. Nous en avons déjà bien entendu parler ce matin. Il y aura peut-être des redites, mais je pense que ça ne fait rien. Donc, le domicile est le lieu de vie de la personne accompagnée. Le bénévole vient comme un invité. En institution, le bénévole est entre parenthèses chez lui, tandis qu'à domicile, c'est la personne et son entourage qui l'accueillent chez lui. Nous rentrons dans son intimité avec toutes les implications possibles. Le bénévole est souvent seul, il n'a pas recours à une équipe soignante qui est sur place. Bien sûr, il intervient dans le cadre d'un réseau, d'une équipe mobile de soins palliatifs, d'une HAD, mais cette équipe, elle est virtuelle, puisque c'est très rare que tous les membres de cette équipe se rencontrent. La limite entre le faire et le pas faire est beaucoup plus ténue et beaucoup plus difficile à respecter. Le bénévole n'est pas une auxiliaire de vie, ni une femme de ménage, il ne va pas non plus sortir le chien, s'occuper du chat. Le risque de l'attachement est beaucoup plus important parce que la rencontre est beaucoup plus individualisée à domicile. Aussi, l'entourage familial ou amical est aussi beaucoup plus présent et demande aussi plus d'écoute. Et l'accompagnement dans la durée peut aussi être beaucoup plus long qu'en institution. Et ça nécessite aussi de bien délimiter le cadre, surtout lors de la première rencontre, quand la coordinatrice des bénévoles prend contact avec la famille. Alors, quel est le profil idéal, entre parenthèses, du bénévole voulant intervenir à domicile? Voici quelques points généraux que j'ai relevés. Donc déjà, avoir suivi la formation initiale pour être bénévole et être intervenu au moins pendant une année en institution. Pour moi, c'est un élément très important. Avoir de la souplesse dans les horaires, avoir suivi une session de formation accompagnée à domicile. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui font aussi déjà du domicile et qui ont certainement aussi déjà fait des formations par rapport à ça. Rester en lien avec la coordinatrice de l'association. Savoir se remettre en question et être au clair avec ses propres limites. Alors, je me pose la question, est-ce vraiment spécifique au bénévolat à domicile? Certainement pas. Éviter de rentrer dans la spirale émotionnelle de la personne accompagnée et de ses proches. Et intervenir à domicile demande aussi parfois un peu plus de créativité que lors d'interventions en institution.
Donc tous ces points que je viens de souligner nous font prendre conscience de la complexité de ces interventions à domicile. Ceci nécessite une réflexion propre à chaque association. Est-ce que cet accompagnement à domicile est en adéquation avec le projet associatif de chaque association? Notre action au niveau de la fédération est de mettre en place une formation concernant le domicile proposée à toute personne voulant intervenir dans ce cadre-là. Au niveau de la commission bénévolat, nous avons déjà abordé ce thème en grande ligne et nous tiendrons compte, bien sûr, des thèmes et des conclusions élaborées lors de nos journées de réflexion. Dans cette formation, il y aurait à la fois des apports théoriques et des apports pratiques. Apports théoriques autour d'une réflexion, qu'est-ce que le domicile, sa signification, avec l'intervention d'un professionnel qui pourrait nous aider à cheminer dans cette réflexion, et un apport pratique avec des personnes ayant déjà une expérience d'accompagnement à domicile et travailler autour des textes de référence déjà élaborés par la fédération, qui sont une aide pratique pour mettre un accompagnement en place. Voici donc en quelques mots comment je vois à l'heure actuelle l'intervention des bénévoles à domicile. Certes, comme je l'ai mentionné, il y a une certaine complexité à intervenir à domicile, mais je suis vraiment persuadée que ceci n'est pas insurmontable, bien au contraire. C'est vraiment un défi qui nous est lancé au sein de nos associations et nous sommes en capacité, après ces journées de réflexion, de le relever, de nous mettre en route et permettre à certains d'entre nous de nous remotiver et de nous sentir plus solidaires les uns des autres dans le contexte dans lequel nous vivons et évoluons. Voilà en quelques mots. Merci pour cette intervention. C'est pas si simple, hein, parce que c'est un exercice compliqué pour des personnes qui ont plus l'habitude de l'ombre. Juste une petite information, peut-être un peu personnelle. Vous êtes une ancienne soignante. Oui. Est-ce que vous êtes très représentée, surreprésentée, les soignants parmi ces bénévoles accompagnants? Oui, il y a de temps en temps des anciens soignants qui veulent être bénévoles, mais ce n'est pas simple d'être bénévole après avoir été soignant. C'était un petit peu ma question. Il faut vraiment changer de casquette. Et ça, il faut être très vigilant dans la sélection des bénévoles aussi, quand c'est d'anciens soignants. On doit essayer d'oublier oui, tout à fait. Qu'on a été soignant. Tout à fait. Très bien, on y reviendra parce que j'ai d'autres questions à poser sur ce point. Donc, on va passer à une expérience de terrain avec Monique Guimberteau, qui est bénévole à l'association Alliance. Racontez-nous un petit peu, sans peur ni crainte. Et vous, peut-être, Sarah, l'aider un peu avec les notes ou c'est bon? Tout va bien? Ok. Alors racontez-nous un petit peu, vous, votre expérience et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Monique, donc je viens de Bordeaux et je fais partie de l'association Alliance Bordeaux 33, qui est une association aussi d'accompagnement des personnes malades en fin de vie. Cette association est adhérente à la fédération Alliance qui regroupe les différentes associations Alliance de toute l'Aquitaine. Il y a donc en Gironde, dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Dordogne. Voilà, et l'association Alliance est affiliée à l'ASFAP. Bon, comme l'a dit ma collègue... Regardez, s'il vous plaît, juste bien près de micro. Comme l'a dit ma collègue, pour pouvoir faire des accompagnements, nous aussi, nous bénéficions d'une formation qui se déroule en 16 thèmes de 3 heures chacun. Mais c'est une formation unique pour tous les accompagnements, que ce soit à domicile ou dans les institutions. Au seuil de cette à la fin de cette formation, nous devons être cooptés par des anciens bénévoles. Et puis après, nous faisons un stage en binôme pour les accompagnements, pour savoir si aussi ce que nous avons choisi de faire nous convient. Pour ce qui est des accompagnements à domicile, moi je fais principalement ça depuis 5 ans environ. J'ai très peu accompagné en institution. Et je peux dire que oui, ce qui me vient à l'esprit, ce sont des moments de grande confiance qui se retrouvent. Parce que bon, nous allons chez la personne, alors bien sûr,
une fois que l'évaluation a été faite, évaluation qui est très importante parce qu'elle va définir si oui ou non cet accompagnement, si on peut faire en tant que bénévole ces accompagnements, s'il n'y a pas trop de... Vous-même ou bien en général? En tant que bénévole, hein. Non, je parle en général. Voilà. Parce qu'après, oui, il y a d'autres écueils qui peuvent se présenter, c'est-à-dire qu'on peut être face à une situation où, en tant que bénévole, on ne pourra pas assumer. Donc ça aussi, il est important de le faire savoir. Qu'est-ce que je me perds un peu, enfin, dans tout ce que j'ai envie de vous dire. Oui, donc je parlais de la confiance. Et je disais que cette confiance, enfin, qui nous est offerte, quelque part, ça génère un espace de liberté. Quelque chose qui fait que la personne que l'on va accompagner va se dire, va souvent exprime des souvenirs heureux, malheureux, et beaucoup d'angoisse aussi, beaucoup d'incertitudes, de questionnements. Parce que lorsque nous accompagnons à domicile, nous restons facilement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures auprès de la personne, ce qui est un laps de temps quand même très important où voilà, beaucoup de choses peuvent se dire. Alors il y a 2 cas de figure, soit nous accompagnons des personnes qui sont profondément seules, profondément isolées et qui n'ont comme intervenant que bien sûr les aides à domicile ou le personnel soignant. Et là, je crois que le bénévole est une autre, peut-être une autre fenêtre qui est ouverte un peu sur la vie, enfin et on a bien une place privilégiée, je peux dire ça, enfin voilà. Et puis nous pouvons aussi accompagner donc des personnes où il y a des aidants. Alors quelquefois donc la demande vient de l'aidant, souvent même la demande vient de l'aidant. Et notre présence va permettre à ces personnes-là de s'absenter, d'aller respirer, parce que je crois que nous le savons tous, pour les aidants à domicile, c'est quelque chose de parfois très difficile, enfin très lourd à porter. Et moi, personnellement, ce que je peux dire, c'est que les rencontres avec les aidants pour moi, se font essentiellement quand ils nous raccompagnent après notre passage. Et sur le pas de la porte, on va dire, on reçoit aussi des confidences, enfin, on reçoit ce mal-être, parfois, voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que nous ne sommes jamais un seul bénévole pour une seule personne malade. Nous sommes toujours une équipe de 2, 3 ou 4. Et ce qui permet donc aux personnes accompagnées d'avoir 2, 3 ou 4 accompagnements par mois. Et ce fait que nous soyons en équipe est très important parce que ça permet peut-être, je dirais bien peut-être, d'éviter des relations trop privilégiées aussi avec tel ou tel accompagnant. Et ça nous allège aussi quelque part l'accompagnement, surtout quand cet accompagnement est un peu difficile. Pour faire le lien avec les autres accompagnants, nous faisons un compte-rendu de notre accompagnement qui nous permet aussi de nous mettre un peu en distance de ce qui s'est passé. Et donc aussi c'est un lien avec les autres parce que voilà, c'est toujours très important. On a une réunion aussi 1 fois par mois des accompagnants à domicile qui nous permet donc d'échanger, enfin de se dire ensemble des choses, voilà, ce qui s'est passé. Dans les accompagnements à domicile, il y a un moment qui est très important, c'est celui du café ou du thé. Souvent, les personnes accompagnées, quand elles le peuvent, quand elles sont valides, aiment nous offrir quelque chose. Et souvent, c'est un café, un thé. Enfin, ça aussi, c'est un moment très privilégié, parce que c'est un moment plus léger dans l'accompagnement. C'est un moment où ça va être plus, par exemple, j'ai dans la tête une personne que nous avons accompagnée, qui, au début, quand nous arrivions auprès d'elle, c'était sa colère. Elle avait besoin de déverser une très très grande colère envers la société dans tout son ensemble. Et après, venait un moment, elle nous offrait un thé. Et cette personne était d'origine asiatique. Et on en profitait, on échangeait des recettes de cuisine, enfin des choses comme ça.
Et c'était un moment tout aussi important dans l'accompagnement que lorsqu'elle déversait sa colère. Enfin, donc, voilà. Alors, oui aussi, nos accompagnements s'effectuent très souvent en début d'après-midi. C'est un moment où les intervenants à domicile sont absents. C'est une plage qui est aussi entièrement pour le patient qui va faire, enfin le patient, non le malade ou la personne accompagnée, c'est quelque chose qui lui appartient. Je ne sais pas comment l'expliquer ça. C'est encore autre chose, parce que nous, je crois qu'en tant que bénévoles, nous n'avons pas d'étiquette particulière, nous n'avons peut-être pas de rôle particulier à jouer. Nous sommes là, en tant qu'être humain, à l'écoute, avec quelqu'un. Donc, c'est encore autre chose qui se passe. Plus libre. Pardon ? Plus libre, comme disait... Peut-être plus libre, oui, malgré un tas de choses qui vont cerner aussi notre accompagnement, mais voilà. Et ça, je l'ai dit. Alors moi, ce que j'ai aussi rencontré dans les accompagnements à domicile et qui m'avait quand même assez... où j'étais très mal à l'aise, c'est lorsque, par exemple, la personne vit seule dans un appartement et comme elle n'a pas la capacité d'aller ouvrir sa porte, la porte est ouverte, la porte d'entrée de l'appartement est ouverte. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je me suis dit, mais enfin, n'importe qui peut rentrer là dans cet appartement. Voilà, pour moi, c'est une notion d'insécurité aussi qui est quand même assez grande. Et au-delà d'insécurité, qui est-on quand on laisse sa porte ouverte? Qu'est-il de notre humanité? Pardon? Qui est-on quand on laisse sa porte ouverte? Personne. Voilà. Oui, mais ça arrive, ça m'est arrivé, et voilà. Ça, je l'ai dit. Non mais ça se passe très très bien, vous inquiétez pas, on vous suit, et si vous avez presque fini, c'est pas un souci, on pourra revenir sur certains points au cours du débat, vous inquiétez pas. Oui, je voulais simplement rajouter que pour chaque accompagnement à domicile, une évaluation est faite avant l'accompagnement par le responsable du bénévole à domicile, plus un autre bénévole. Et nous avons pour cela tout un questionnaire, parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des situations qui ne relèvent pas de nos compétences, ou qui sont trop lourdes à gérer et qui mettraient le bénévole quelque part en grande difficulté. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que avant de faire un accompagnement à domicile, moi j'ai pour principe de téléphoner à la personne vers midi pour savoir si elle sera disposée à me recevoir. Et parce que si la personne vit seule, il y a souvent à cette heure-là un aide à domicile qui sera présent et qui va servir d'intermédiaire. Et sinon, donc la personne dit oui ou non. Et c'est vrai que si exceptionnellement, ou ce jour-là, elle ne veut pas me recevoir, eh bien, c'est important, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, je sais pas, de ne pas se sentir blessé ou offensé parce que la personne ne veut pas nous recevoir. Elle peut être fatiguée, avoir envie de rester seule, enfin voilà. Je le dis parce que c'est vrai que tout à fait au début où j'ai commencé les accompagnements, eh bien, ça m'est arrivé une ou deux fois et j'étais assez désemparée parce que je me disais, mais bon, et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Enfin bref, mais c'est normal. C'est tout à fait normal que quelqu'un n'ait pas envie de nous recevoir. Oui, alors les personnes accompagnées donc, nous sont adressées par donc, les réseaux, le réseau Lestay pour la Gironde, enfin c'est un réseau de soins à domicile, par les familles, par le CHU, par le médecin généraliste, par le cabinet infirmier. Voilà, enfin je crois que j'ai
dit le maximum de choses, en oubliant aussi un C'est maximum. pas grave, on va les aborder. Et, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci, on vous applaudit. Merci Vanessa. Juste avant d'écouter Madame Pasteur, quelque chose qui m'a interpellée, je voudrais vous questionner peut-être Madame Rossens dessus. Vous aviez dit que vous, en tant que membre de la commission de bénévolat, vous exigez. Il fallait avoir fait au moins 1 an dans une institution ou dans un établissement avant d'aller à domicile. Est-ce qu'il n'y a pas des bénévoles plus enclins à travailler au domicile que dans les établissements? Est-ce qu'on doit être un bon accompagnant à l'hôpital pour être correct à domicile? On a l'impression, on est dans l'humain là, qu'il est possible aussi, enfin je ne sais pas, hein, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on soit un très bon accompagnant à domicile et qu'on n'ait pas, à l'inverse, envie d'intervenir dans un hôpital? Non, je crois que c'est important pour le bénévole d'abord d'être... il est plus coucouné dans une institution, il est moins abandonné à lui-même et je pense qu'il va apprendre plus à connaître peut-être ses limites quand il est en institution qu'à domicile, parce que je crois qu'il faut d'abord qu'il ait une expérience en institution. Enfin, ça, c'est donc surtout dans notre association à Jamaf Strasbourg qu'on a ce point de vue. C'est l'expérience qui vous a conduit à établir cette... Oui. Moi, ça serait intéressant de savoir s'il y a dans d'autres associations Jalmalv, il y a cette même prérogative. Il y a aussi cette prérogative... D'accord, très bien. Bon. Oui, et la notion d'équipe, parce qu'à domicile, comme je l'ai dit, l'équipe, elle est complètement virtuelle, et le bénévole, il n'a pas, s'il a une question, je crois que vous pourrez bien expliquer des situations où le bénévole peut se sentir complètement démuni face à des situations, et il n'a pas l'équipe soignante qui est juste derrière la porte. D'accord, très bien. Bon, Madame Pasteur, vous allez prendre le micro que l'on vous tend. Donc vous avez été coordinatrice et puis aujourd'hui vous êtes bénévole. Donc vous avez vraiment une expérience assez large et transversale et vous allez nous expliquer les joies, les difficultés, avec des études de cas d'ailleurs extrêmement intéressantes qui vont susciter, je pense, des questions et des réactions. En tout cas, vous allez inviter à la réflexion. Merci. Alors, je dirais que quel que soit le lieu d'accompagnement, chaque accompagnement est unique et particulier. Mais l'accompagnement à domicile est vraiment singulier, en ce sens où le domicile est le lieu de l'intime, avec ses joies, ses drames, ses secrets. L'attitude de présence et d'écoute du bénévole reste la même, évidemment. C'est l'environnement qui change totalement. Ici, nous perdons nos repères, point d'infirmière ou d'aide-soignante. L'accompagnement à domicile procure des moments très enrichissants et des émotions très fortes. Mais si nous n'y prenons garde, il peut également être celui de certains dangers et écueils à éviter et dérives possibles. Il est exigeant et demande une extrême vigilance de tous les instants afin d'éviter certains écueils. Donc, c'est pour cette raison, effectivement, que l'accompagnement exige une préparation spécifique pour l'accompagnement à domicile et des principes à respecter. Donc, comme l'a dit Monique, effectivement, le premier rendez-vous se prépare avec la coordinatrice des équipes de bénévoles et le binôme qui accompagnera la personne. Ce sont 2 bénévoles volontaires, c'est toujours basé sur le volontariat, auprès de la personne et éventuellement des membres, des proches, des membres de la famille s'il y en a. Le binôme s'impose afin d'éviter l'isolement et de permettre un soutien et un suivi. Alors, la rencontre à domicile a pour but de valider le consentement de la personne à accompagner en lui précisant que les décisions d'accompagnement lui reviennent pleinement. De présenter l'association, on présente l'association, on présente notre rôle en indiquant notre champ d'action. Nous n'intervenons pas dans le soin,
Et nous ne sommes pas là, en caricaturant un petit peu, pour faire les courses ou le ménage. Ceci afin d'éviter toute confusion. Parce que les aidants voient beaucoup de professionnels et ceci évite des confusions. Nous laissons une brochure de l'association ainsi que les coordonnées des bénévoles, évidemment. Et puis, au domicile, on l'a constaté, les proches ou même la personne parlent ouvertement de la pathologie et des épreuves qui se vivent, de ce qui se vit pendant l'épreuve. Et selon le cas, c'est absolument pas intrusif, le questionnement ne se fait pas systématiquement, mais selon le cas, selon ce qu'on entend de la pathologie, de ce qui se dit, on peut être amené à demander l'état de santé pour, notamment pour des risques potentiellement compliqués, qui peuvent être des risques épileptiques, hémorragiques ou respiratoires. C'est important quand même de connaître ces renseignements pour les bénévoles. Vous demandez cette information médicale aux Ça patients? nous arrive. Ça nous arrive. Oh. C'est selon les cas, c'est pas systématique, évidemment. Vous êtes hors cadre, là. Un peu. C'est pas systématique, hein, je le répète. Et puis nous recueillons, ce qui est très important également, nous recueillons les coordonnées des personnes ressources à appeler en cas d'urgence et par ordre de priorité. Nous précisons les modalités d'intervention, c'est-à-dire les jours et les horaires, en fonction des passages des professionnels. Nous demandons un cahier de liaison sur lequel nous écrirons uniquement ce qui peut être lu, puisque le cahier de liaison reste au domicile. Donc, nous écrirons uniquement ce qui peut être lu éventuellement par d'autres personnes, par des tierces personnes. Et c'est ce cahier qui garantit la transparence de notre mission à domicile. Voilà, puis il va de soi que la confidentialité est de mise, hein, comme partout. Voilà, à domicile, effectivement, on peut être confronté à certains dangers, à certaines éventualités. Alors, lorsque la personne vit seule à domicile, il peut apparaître des besoins, des sollicitations peuvent apparaître. Je dirais là que le bon sens est de rigueur, évidemment, mais il est important d'être au clair avec soi-même, avec le binôme, avec l'équipe, pour savoir où se situe la frontière à ne pas franchir. Merci. Et quel type de demande, pardon? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise? Je vais donner un exemple, effectivement. Ah, d'accord. Et puis, dans tous les cas, il faut s'interroger sur la question du sens de la démarche. Pas répondre systématiquement, mais se questionner sur la question du sens. Effectivement, nous avons accompagné une personne de 64 ans qui vivait seule. Sa famille, enfin sa fille notamment, venait en fin de semaine. Et occasionnellement, c'est vrai qu'elle était très amaigrie, très affaiblie par la maladie qui évoluait. Elle n'avait plus confiance en ses capacités physiques et n'osait plus sortir seule. Et occasionnellement, les bénévoles l'ont accompagnée à la pharmacie qui était proche de chez elle. Peut-être parce qu'elle avait vu son médecin le matin ou la veille, elle avait besoin. Elle en était très reconnaissante et se sentant en confiance, elle profitait ainsi d'une bouffée de vie hors de ses murs. Nous avons répondu à cette sollicitation par un geste de solidarité, d'humanité, de partage. Être et faire un peu plus, sans effacer la relation d'écoute, en apportant à ces personnes un témoignage de leur statut de personnes vivantes. C'est important aussi pour nous bénévoles. Enfin, partout d'ailleurs, l'attachement est un sentiment certes légitime, qui peut être accentué au domicile. Nous entrons dans l'intimité de la personne malade et de sa famille, et nous vivons seuls avec elle des moments de proximité dans un environnement personnalisé, porteur de toute une histoire, sans les barrières, les freins qu'on peut connaître dans une autre institution.
Lorsque l'accompagnement dure, notamment, nous pouvons être tentés de penser que nous faisons partie de cette intimité. Mais non, nous ne devenons pas la famille. Nous sommes positionnés de façon provisoire, nous sommes de passage. Et s'il y a confusion, la séparation sera d'autant plus difficile. Et nous devons nous protéger devant cette séparation qui arrivera. A contrario, dans ce temps long d'accompagnement, nous pouvons perdre aussi notre objectivité et notre qualité d'écoute. C'est pourquoi il faut être vigilant à chaque instant. Alors, je dirais également qu'à domicile, les bénévoles ont moins la conscience qu'en institution de l'équipe à laquelle ils appartiennent. Et vous rejoignez ce qu'a dit précédemment. Voilà, tout à fait. On a davantage tendance à penser qu'on a sa personne malade et pour la personne malade, son bénévole. L'appropriation peut mener à une autre dérive possible, potentiellement dangereuse, qui est l'action en solitaire. L'accompagnant est auprès d'une personne malade au domicile, sans garde-fou, sans autre surveillance que celle de son éthique personnelle. D'où l'importance de la sélection, de la formation et également de l'accompagnement en binôme. À partir de ces constats, quels sont les moyens, quels sont nos outils? Donc, je viens de parler du binôme, qui est indispensable, en alternance ou pas, selon les situations d'ailleurs, qui évite l'isolement, qui permet des échanges de suivi et de soutien. Cette présence double laisse moins de place à une action en solitaire qui pourrait être inappropriée, inadaptée, voire prosélyte. Cela également permet à la personne accompagnée de s'exprimer, de dérouler sa vie devant des personnes, devant des bénévoles forcément différentes. On note ainsi aussi l'importance de la relation de confiance entre le binôme, justement pour les échanges. En élargissant le champ, il y a également l'équipe, bien sûr, et puis le groupe de parole, qui sont des éléments incontournables pour exprimer, pour apporter un éclairage sur nos pratiques d'accompagnement. En cas d'interrogation ou en cas de difficulté, a fortiori, les échanges remontent à la coordinatrice et éventuellement, s'il le faut, à l'institution qui a sollicité la demande. Et puis, quelquefois, il y a des limites à certains accompagnements. Alors, nous avons été confrontés à cette situation. Nous accompagnions une dame qui était alitée, de 80 ans, qui vivait avec son mari. Et devant le contexte familial, connaissant le contexte familial et le caractère opposant de monsieur, l'infirmière qui avait sollicité cet accompagnement, cette demande, nous a accompagnés au cours du premier rendez-vous. Et contrairement à la personne malade, le mari était moins enthousiaste à notre venue. C'est comme ça. Sarah Nakam sourit, je vais en dire quelque chose de ces familles. Oui. Les bénévoles avaient pris la décision de faire cet accompagnement justement ensemble. Elles n'allaient pas de façon alternative, elles y allaient ensemble. Et ça s'est très bien passé pendant 2 mois, jusqu'au jour où elles ont trouvé porte close. Alors, nous avons, après avoir pris contact avec l'infirmière pour savoir s'il y avait une hospitalisation ou quelque chose, non, j'ai repris contact avec le monsieur qui, après avoir remercié, a confirmé ce désir. Voilà, c'était comme ça, c'était son souhait. Mais d'emblée, il ne voulait pas, hein, vous l'insistez. Voilà, d'emblée, il ne voulait pas, ça a été la limite de l'accompagnement. Mais cette réalité a été très difficile quand même, a été vécue difficilement par les bénévoles. Je vous interromps juste, on dit toujours que c'est la parole du malade qui prime. Là, pourquoi vous, en tant qu'association, vous avez privilégié la parole de l'aidant? Parce que c'est le monsieur qui ouvrait la porte, tout simplement. La dame était alitée.
Si la porte était restée ouverte, vous auriez continué de rentrer, quoi. Peut-être, je ne sais pas, mais bon, voilà, la porte, c'est monsieur qui ouvrait. Donc cette réalité a été difficile, a été vécue difficilement par les bénévoles qui ont éprouvé un sentiment dans un premier temps de colère, parce qu'elles savaient que cette dame était demandeuse, qu'elle acceptait ses visites, voilà, et puis de frustration, voire d'échec, mais dont il faut parler pour faire face, pour évoluer, et puis pour se dégager de ce qui est source de souffrance, tout simplement. La conclusion, est-ce qu'il faut un petit peu débattre? D'accord. Voilà. Et puis, il y a des accompagnements qui se passent très bien. Heureusement, globalement, les accompagnements se passent très bien et nous sommes vraiment très bien accueillis. Mais certains accompagnements nous ont fait connaître aussi la réalité de la fin de vie des personnes en situation de précarité familiale et ou sociale, et des personnes qui connaissent déjà une mort sociale confrontée à leur fin de vie. C'est quand même difficile. En dehors du passage des bénévoles, on peut dire et des professionnels, les bénévoles étaient leur seule rencontre. Nos expériences nous ont permis également de constater chez les aidants leur épuisement. C'est ce qui a été dit au cours de ce congrès déjà. Voilà. En conclusion, alors, en conclusion, je dirais qu'un des objectifs de notre association est d'accompagner les personnes malades, gravement malades et en fin de vie, partout où il y a des besoins, évidemment, au domicile compris, où vraiment nous avons toute notre place. L'accompagnement à domicile est enrichissant et formateur, mais il ne convient pas à tous les bénévoles, ce qu'il faut respecter. Accompagner est un acte individuel, mais l'accompagnement ne peut se concevoir que dans un environnement collectif et a fortiori au domicile où la notion d'équipe est primordiale. Et puis, avec les nouvelles orientations nationales, donc ce fameux plan pour le développement des soins palliatifs en EHPAD et à domicile, je pense qu'au niveau de l'association Jeanne Malve, de la Fédé et de chaque association, il paraît nécessaire de mener une réflexion pour développer cet accompagnement si spécifique du domicile. Trouver des pistes. Merci infiniment. On vous applaudit également et vous allez ensuite interpeller. Je voudrais tout de suite quand même passer le micro à Sania Nakam, qui est psychologue et qui connaît parfaitement, et qui a étudié et observé la question de la famille, de l'aidant proche et de sa relation avec cet accompagnant. On ne peut rien faire sans la validation, finalement, de la famille. Lançons le débat. Je trouve très intéressant puisque finalement, dans les exposés, tout le monde à peu près a parlé de porte. On ne vous entend pas bien. Tout le monde a parlé de la porte et de ce seuil de la porte. D'ailleurs, vous dites, l'aidant m'a parlé au seuil de la porte. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que peut-être que le bénévole se situe à cet endroit-là. Il a un pied dans l'intime et c'est une passerelle à la fois vers l'extérieur. Donc la situation que je voulais vous présenter, c'est celle de comment l'aidant a réussi à ouvrir la porte pour que la personne aidée soit accompagnée au mieux et qu'on ne se retrouve pas dans le cas de figure que vous avez évoqué, Madame Pasteur. Donc, je vais vous décrire un petit peu la situation. C'est la situation d'une dame d'une 50aine d'années qu'on appellera Martine. Donc Martine, elle est professeure dans un lycée niçois. C'est quelqu'un qui aime écouter, qui aime aider. Elle est très proche de ses élèves et il arrive dans sa vie à Martine une crise conjugale et donc elle divorce et elle cohabite avec sa maman. Après ce divorce, 2 ans plus tard, la maman de Martine donc, se met à décompenser au niveau somatique. Diverses pathologies se mettent en place, notamment une pathologie neurodégénérative. Donc Martine devient aidant de sa mère et donc elle fait de plus en plus pour sa maman et de moins en moins pour elle. C'est le paradoxe dans lequel se retrouvent les aidants. Et comme Martine a la faculté d'écouter
et d'être bienveillante. Et bien finalement, les personnes qui entouraient la maman, notamment la fratrie, laissent le rôle à Martine d'être aidant à plein temps. Donc j'anime ce qu'on appelle le café des aidants, et je fais la rencontre de Martine au sein de ce groupe donc de parole. Martine, lorsqu'elle vient au sein du groupe des aidants, c'est le dernier recours. Elle n'en peut plus, hein, je vais vous la citer. Elle dit elle a toujours besoin de moi, elle a toujours besoin de quelque chose, je n'en peux plus. Quelquefois dans ma tête, j'ai une parole qui me dit qu'elle n'a qu'à se débrouiller seule, et puis je reprends mes esprits, je me culpabilise d'avoir une telle pensée. Voilà mon quotidien, je suis l'assistante de vie, je pallie à toutes les éventualités de sa vie et non de la mienne. Donc, elle est arrivée à un point, effectivement, où elle ne prend plus en compte sa propre vie, et ça devient très compliqué pour elle. Se pose alors la question de l'accompagnement à domicile et de faire intervenir un accompagnant à domicile, puisque Martine, très vite, a accepté la présence d'une infirmière, d'une aide-soignante pour l'aider. Hein, ça n'a pas posé de problème. Par contre, l'accompagnement à domicile pose problème, puisqu'elle le dit très bien, accepter une intervention à domicile, c'est faire venir chez soi quelqu'un, c'est accepter de voir venir chez soi quelqu'un, et c'est donc ouvrir ce qui est habituellement caché à l'extérieur. Hein, c'est donc l'intime, on l'a très bien vu avec la présentation précédente. Pour Martine, l'accompagnement à domicile porte majoritairement sur une compétence qu'elle dit familiale. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il va faire l'accompagnant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de la compagnie, il va donner de l'amour. Quoi de plus que moi? Exactement. Hein. Et si je l'accepte, alors à ce moment-là, je n'ai plus ce rôle-là, et ça veut dire que je ne suis plus capable de donner cet amour-là. C'est ça qui est en jeu. C'est pourquoi faire venir quelqu'un qui pourrait faire quelque chose que je peux faire. En tout cas, c'est le premier enjeu pour Martine. Donc elle se sent dévalorisée, et elle met un frein, hein, elle fait porte close à ce que le bénévole d'accompagnement arrive. Finalement, le bénévole, elle l'accepte, ça fonctionne très bien avec la personne accompagnée, et donc la frustration de Martine est d'autant plus grande. Elle ne supporte pas la présence du bénévole. À chaque fois que le bénévole sonne à la porte, et bien elle le croise sur le seuil parce qu'elle s'en va. Pas comme un répit, elle s'en va parce qu'elle ne supporte pas. Elle s'en va parce qu'elle ne le supporte pas, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas de temps pour elle par ailleurs. Hein. Elle laisse le domicile au bénévole. Elle n'entrevoit pas alors à ce moment-là le bénéfice de l'accompagnement à domicile. Au contraire, ça lui renvoie une image négative d'elle-même, et donc elle vient au groupe de parole en étant de plus en plus déprimée. C'est un long processus, c'est la question de la demande. Il faut du temps pour accueillir une personne étrangère au domicile. Martine, elle perçoit qu'un échec dans la venue du bénévole. Et puis, ce qui va faire vraiment virage dans le positionnement de Martine, c'est que le bénévole a une réelle compétence, hein, j'insiste là-dessus, il y a vraiment un art de l'écoute, et arrive à faire entrevoir à Martine qu'il ne sait rien de la situation. Hein, qu'il ne se pose pas en sachant, il ne se pose pas en expert, il ne sait pas la situation, et il a besoin de Martine. Et à ce moment-là, ça fait vraiment virage, puisque Martine comprend qu'elle reste la fille de sa mère et qu'elle explique le lien, et que personne n'est là pour lui prendre sa place. Et que c'est elle qui va faire l'apprentissage un petit peu du bénévole. Et bon, vous l'avez bien compris, puisque vous le vivez dans vos expériences, peu à peu, la parole donc, peut se mettre en marche, et à ce moment-là, Martine peut se livrer au bénévole. Donc, ce qu'elle ne comprenait pas au départ, c'est clair pour elle, puisque le bénévole se pose non pas en tant que guide, mais comme accompagnateur. Hein, c'est la personne bénévole qui n'est étrangère au domicile. Il faut absolument, hein, cette question du seuil, elle est extrêmement importante. Il faut qu'il y ait une part étranger pour que l'intime se dévoile. Hein, c'est prioritaire.
Voilà un petit peu la Merci. présentation de la situation. Et puis, je pense que... Merci, c'est extrêmement intéressant. Tout à l'heure, M. Caillol évoquait presque la professionnalisation finalement de ce bénévole, et on entend bien. Est-ce que la famille peut être médiateur pour réinvestir sa vie, puisque vous disiez ne plus être malade, c'est un petit peu... on a quitté le lieu de son existence et on le réinvestit. Est-ce que le bénévole peut médier ce passage, et au contraire de la famille qui ne peut pas médier ce passage? Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? Est-ce que je peux vous passer le micro, vous faire passer le micro et que vous répondiez à cette question? Où sont les micros? Où sont les micros? Qui a volé les micros? Non. Il arrive. Ah, ça y est, c'est... Pardon. Alors, je comprends ce que vous dites, et je comprends bien ce que vous disiez, là, Sarah McCann. La famille, c'est vraiment compliqué. Déjà dans le soin technique, mais alors dans le bénévolat, c'est, je dirais, pire, entre guillemets, parce que vous l'avez très bien dit, le danger du bénévole, c'est de devenir un membre de la famille. Et c'est ça il y a sûrement une rivalité plus ou moins consciente avec les familles. Le soignant technique, bon, il y a des complications de communication, mais il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition. Alors que là, elle est beaucoup plus grande. Donc, je vous répondrai de manière alambiquée. Oui, le bénévole peut être un médiateur de la famille, mais bon, je crois qu'il faut essayer de rester toujours autour du patient qui demande. Et la famille, elle est là, ben, on fait ce qu'on peut. Et voilà, c'est un peu alambiqué, mais je crois qu'il y a vraiment une rivalité, à mon avis, hein, vu de loin, entre le bénévole et la famille à domicile, qui doit être très difficile à gérer pour vous. Vous le confirmez, vous êtes nombreux à avoir cette expérience, vous approuvez tous, oui, monsieur, madame, on va, je vous vois, j'ai plus de micro à gauche, donc, donc d'abord là, et si on pouvait, mademoiselle, si vous pouvez descendre, il y a beaucoup de questions dans les 3 premiers rangs. Donc, oui. Françoise Dufay, je fais partie de Jeanne Malve Compiègne. Donc, je suis bénévole accompagnant depuis un certain temps, et depuis quelques mois, je fais partie de l'équipe qui met en place les accompagnements à domicile. Accompagnements qui, du côté de Compiègne, se multiplient. Et si nous n'accompagnons pas davantage de personnes, c'est parce que nous n'avons pas encore suffisamment de bénévoles. Et je pense que ce congrès va être un peu un moment décisif pour pas mal d'associations, et en tout cas pour la nôtre sûrement, pour relancer, pour intensifier cette activité. Et alors, à ce propos, je suis un petit peu surprise, si vous voulez, d'entendre la mise en évidence réelle, je suppose, mais presque exclusive, de difficultés. Alors, il faut trouver sa place, on est chez l'autre, on n'est pas chez soi, il ne faut pas s'égarer en dehors d'un cadre juridique précis, il ne faut pas trop s'attacher, il ne faut pas trop en faire, mais il ne faut pas non plus rester paralysé. Bref, pour ceux qui n'ont pas pratiqué, je ne pense pas qu'ils vont quitter ce congrès en levant le doigt en disant « je vais y aller ». Je n'ai pas l'impression. Or, pour ma part, il y a une chose qui m'apparaît assez fréquente, je ne dis pas que ce soit un cas général, mais on est, à partir du moment où on va chez un patient qui est heureux d'être chez lui, je prends des précautions de... Un malade, pas un patient, attendez. Un patient qui est heureux d'être chez lui, il va, lui, être plus à l'aise que dans une chambre d'hôpital. Et vous êtes radical, non, c'est logique. Il est chez lui, il a envie d'être chez lui, il est chez lui, il vous reçoit, et ça lui fait plaisir. Je pense que c'est une chose ce que vous nous racontiez sur le partage d'un petit café ou d'un petit thé, ça m'a bien parlé, parce que je pense que on est reçu, et ça nous ouvre, pour le coup, un certain nombre de portes. Il est plus facile peut-être aussi chez la personne de trouver des activités qui vont lui faire plaisir. Il est
plus facile, en tout cas, il n'est pas plus difficile, peut-être, je ne sais pas, là j'ai entendu des choses que moi je n'ai pas vécues, mais dont je retiens un petit peu mon avis, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas beaucoup plus difficile de rentrer en communication avec les familles à domicile et dans une chambre d'hôpital, parce que en soins palliatifs, on rencontre beaucoup de familles aussi. Vous voyez, donc le cas est-il tellement différent? Des accompagnements sont difficiles à assumer, avez-vous dit, c'est vrai, mais c'est vrai aussi en institution. On est plus seul, peut-être, on est plus seul, mais il y a tout un tas de réseaux qui peuvent s'organiser. Nous sommes évidemment, comme tout le monde, envoyés par un réseau. Et le réseau de soins continus du Compiègnois insiste pour que les bénévoles accompagnants fassent remonter leur expérience. Donc, vous voyez, vous dites que ce n'est pas plus difficile, bien au contraire, peut-être, à domicile. C'est pas ce que je dirais en premier plan, si vous voulez, voilà. Mais ce que j'entends sur certains cas me fait revenir un petit peu en arrière. Bon, je veux bien croire que dans certains cas à domicile, il y a des situations inextricables qui d'ailleurs mettent fin vraisemblablement au bénévolat à domicile. Oui, mais vous dites qu'il y a une très forte demande. En plus, ne nous découragez pas d'intervenir à domicile, en fait. Je dis vraiment, voilà. Ne nous découragez pas, et d'autant moins que probablement le besoin va se faire sentir de plus en plus. Et il se fait déjà sentir. Je vais vous laisser répondre. Alors effectivement, on a parlé de certaines difficultés parce qu'il faut que les bénévoles soient avisés, avertis, c'est vrai. Mais j'ai dit aussi que les accompagnements à domicile étaient très enrichissants et formateurs. Et j'ai dit que globalement, les accompagnements à domicile que nous avons pu vivre se sont très très bien passés, vraiment. Oui, je crois que vous avez juste voulu... On a donné des exemples avec... pointer seulement quelques difficultés. Mais globalement et heureusement, et nous sommes la plupart du temps, pour dire souvent, très bien accueillis par les proches. Ceci dit, il y a des gens qui vivent seuls. Bien sûr, ça c'est une... Madame Lacan, par rapport en établissement... Il peut être entendu comme une difficulté. C'était aussi la question de mettre en exergue que le bénévole fait partie d'un système. Qu'il soit dans l'institution ou à domicile, il y a un système familial ou relationnel et qu'il faut prendre en compte ce système-là pour pouvoir accompagner au mieux la personne qui, dans la situation que j'évoquais, était effectivement très heureuse de cet accompagnement. Et un dernier mot et on prend une dernière réaction et après on prend une question. Je voulais dire simplement que, pardon, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de la confiance. Et c'est vrai que lorsque nous arrivons auprès de quelqu'un chez lui ou chez elle, la confiance est un maître mot parce que d'emblée, c'est ce qui s'installe. Et aussi, je crois que nous sommes une bouffée d'air frais quelque part parce que nous sommes autre chose que le père soignant, le soignant, enfin toutes ces choses-là, enfin, tous ces gens-là. Et je peux dire aussi que ce sont des grands moments de vie, les accompagnements à domicile. La seule petite chose par rapport à la solitude de l'accompagnement à domicile, c'est qu'en fait, quand nous sommes chez la personne, il n'y a aucune structure derrière nous. Nous sommes seuls avec la personne dans le temps de l'accompagnement, essentiellement. On dit que vous n'êtes pas seul par définition, vous avez des recours, vous avez... Oui, mais mais pas sur place, physiquement, vous êtes... Voilà. À l'instant T, sur le moment, il y a cette solitude et on ne peut pas appuyer sur une sonnette et faire venir quelqu'un. Oui, tout le monde veut réagir, mais je crois que c'est monsieur qui... Oui, pour répondre et pour nous encourager tous, enfin, l'expérience que j'en ai d'être bénévole à domicile, c'est que moi je n'ai rencontré que du soutien de la part des familles. C'était vécu comme une aide et les personnes qui me recevaient, entre guillemets, m'attendaient. Non pas pour qu'elles aillent faire leurs courses ou quoi, mais elles comptaient sur la présence de ce bénévole qui venait pour partager un moment, parce qu'en amont, je leur avais expliqué ce que je pouvais leur proposer. C'était faire envie, rester en vie.
mettre en vie quelque chose, mettre en vie un mouvement, mettre en vie quelque chose. Et même bien souvent, cette même expérience a été vécue en EHPAD, où les familles, ensuite, me laissaient la place, en se disant, mais non, mais c'est vous, le professionnel. J'entends Le professionnel. entre guillemets, de bénévoles. Et on l'a entendu souvent aujourd'hui, la professionnalisation du bénévole. Nous, en groupe de parole, la psychologue qui nous soutient et qui partage avec nous les temps de partage, nous rappelle effectivement aussi qu'il y a une espèce de professionnalisation, une bonne professionnalisation du bénévolat. Et je crois qu'il faut s'armer de cela lorsqu'on va... Et il y a des difficultés, elles s'estompent. Vous dites on évite la confusion des rôles et si on est clair dès le départ sur le rôle que l'on va, la fonction que l'on va avoir, c'est ça. Et alors c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés de seuil, mais c'est rare que les seuils ne se franchissent pas, sauf si vraiment la porte... Mais si dans un premier temps l'intention a été de l'ouvrir, eh bien le seuil il faut le franchir. Et puis alors là, ben, voilà, tout arrive. Mais si on est porté par une envie de vie, eh bien la vie arrive et la vie s'installe. Voilà, c'est pour ça que je dis... Moi, Merci pour ce témoignage. Je pense qu'on en a un autre devant. Oui, je vois beaucoup de mains levées. Madame, et puis tout là-haut, je vais essayer de faire circuler... Ah, il y a madame qui attend beaucoup. Alors, ma question s'adresse à Sarah Nakam. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de système. Je suppose que vous parliez... Attendez, excusez-moi. On ne voit pas du tout où est le micro, pardon. Donc, Mme Sarah Nakam, tout à l'heure, vous parliez de système. Donc, je suppose que vous parliez d'un regard systémique familial. Est-ce que vos bénévoles sont formés à ces relectures, ces décodages ? Alors, je ne forme pas de bénévoles. J'anime un café des aidants. Donc, j'ai le regard, si vous voulez, des aidants par rapport à cet accompagnement à domicile, s'il y en a un. Hein. Mais je trouverais très intéressant, effectivement, que dans la formation de l'accompagnement à domicile, il y ait ce regard-là systémique, comme il y a certainement déjà le regard du bénévole qui est introduit dans une institution. Tout à fait. Il y a une institution familiale. Tout à fait, d'autant plus que tout à l'heure vous parliez de porte et que vos bénévoles, ils sont à la fois dans le dedans et le dehors. Un pied dedans dans la maison, où ils pénètrent dans le moi du malade ou de la personne nécessitant les soins, et puis un pied dehors, parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans la famille. Et là, il y a tout un décodage à faire, et puis peut-être une explication pour que les gens puissent être à l'aise dans ce contact. On parlait de cette maman, Martine, c'est ça, qui refusait justement l'aide d'une tierce personne, mais c'était peut-être pas pour rien, il y avait peut-être un décodage là à comprendre, au niveau du système mère-fille. Et le décodage qu'a fait le bénévole avec une grande maîtrise a vraiment permis de sauver quelque chose pour Martine. Hein. Elle était en situation extrêmement difficile. Tout à fait. C'est pour ça que si on forme les aidants à porter un nouveau regard, un décodage et une analyse, je crois que ça pourra leur donner de gros outils pour avancer très favorablement et en plein bonheur. Parce que ce genre de travail, c'est du bonheur pour les deux, aussi bien pour l'aidant que pour celui qui reçoit. Merci pour ce témoignage très encourageant, madame. Et puis après, le micro va continuer de se promener. Moi, je voulais témoigner de beaucoup de bénévolat à domicile qu'on fait donc avec l'association Alliance dans le Lot-et-Garonne. Je voulais vous poser une anecdote avec une porte. Vous avez trouvé embêtant une porte qui était toujours ouverte. Moi, j'ai trouvé embêtant une porte qui était toujours fermée avec une clé sous le paillasson. Et je trouvais très dur de partir et de réenfermer cette personne toute seule à la maison en fermant à double tour. Je voulais dire aussi que nous, systématiquement, on n'oblige pas les bénévoles à faire 1 an d'institution avant le domicile. Il y a des bénévoles de très grande qualité qui définitivement ne se sentent pas à l'aise en institution avec des gens qui ne voient qu'une fois. Enfin voilà, il faut l'entendre et ça nous fait des très bons bénévoles à domicile. Et on a quelque chose qui est très aidant, on a une très bonne complicité, le mot complicité va peut-être en choquer quelques-uns, en tout cas une très bonne relation avec l'équipe mobile de soins palliatifs qui fait beaucoup de domiciles, on n'a plus de réseau, et ils proposent le bénévolat quand la situation s'y invite, et la première visite se fait systématiquement avec un membre de l'équipe mobile, donc on a vraiment
l'image de faire partie de l'équipe pluridisciplinaire, et je peux dire que c'est très... Parce qu'ils vous intègrent d'emblée à leur équipe. Exactement. En fait, et Ouais, ils ils assoient un petit peu votre place. voilà, le binôme, voilà là, et après le binôme se fait en bénévole sans problème. Merci pour ce témoignage. Le micro est devant et après, je crois qu'il va repartir derrière. Pardon, devant. Tout devant. Madame attend depuis un petit moment aussi. Oui, pardon, et il reviendra juste après. Bonjour, je suis donc Patricia Si vous Margot. voulez vous lever, c'est extrêmement gentil parce que vous êtes qu'on vous voit un petit peu partout. Patricia Margot, donc de Jalmam Marseille. Alors moi j'ai une problématique inversée, c'est-à-dire que je connais quelqu'un qui est un aidant, qui apprécierait beaucoup d'être aidé, et il y a un refus du malade. Ah oui. Et alors là, situation inverse. Que fait-on? Oui, c'est comment? Alors c'est en Touraine, j'espère trouver quelqu'un peut-être de Jalmam. Est-ce que la Touraine est représentée? Oui. Super, donc je vais espérer faire un contact pour... mais c'est une problématique qui est... L'aidant est au bord du gouffre, il n'en peut plus. Question fondamentale. C'est-à-dire, ces situations, vous les connaissez également, bien sûr, des aidants. Je vous demanderai qui vous répondez, puis vous me direz, Madame Pasteur, également. Alors effectivement, dernièrement, on a reçu une demande de l'association, une demande d'accompagnement, c'était la fille pour sa maman. Et quand la coordinatrice a rappelé cette personne pour approfondir un petit peu la demande, elle lui a posé la question de savoir si la maman était d'accord. Et la personne a rappelé en disant, ben non, sa maman n'était pas d'accord, c'était une demande de l'aidante. Jusqu'à quel moment on peut dépasser? Est-ce que si par exemple il y a des troubles cognitifs avérés qui ne permettent pas vraiment à la personne d'exprimer... est-ce qu'on peut aller, excusez-moi, je vais être un peu brutale, est-ce qu'on peut aller contre la vie? Et il serait assez légitime d'aller contre la vie du malade si celui-ci est privé de... Alors, dans le cas où une personne prudemment ma phrase, ne peut pas s'exprimer, c'est avec l'accord de la famille, des proches. Si elle a des troubles cognitifs, vous parliez de maladies neurodégénératives tout à l'heure, qui sont très fréquentes, notamment au sein des établissements. Dans ce cas-là, c'est avec l'accord des proches, forcément. Oui, puis l'observation attentive de la communication non verbale, qui est très intéressante, effectivement, sur les pathologies neurodégénératives. Il y a quelque chose de la communication non verbale où on voit si la personne accompagnée a envie de l'être. C'est pas parce qu'il n'y a pas de parole qu'il n'y a plus de communication. Donc ça, il faut être assez attentif là-dessus. Concernant les dents, c'est vraiment un champ qui est à travailler parce que les aidants sont en souffrance et au bord de l'épuisement pour certains. Il y a des dispositifs, comme je vous en parlais tout à l'heure, le Café des aidants, qui est un lieu qui fonctionne bien. Et ça permet aussi à l'aidant, s'il a la possibilité, c'est toujours la même chose, de sortir aussi du domicile et de prendre 1h30 pour lui. C'est le premier pas pour prendre du temps peut-être pour soi. Et pour la personne accompagnée, vous avez ce qu'on appelle les plateformes de répit. Parce qu'un aidant non aidé peut devenir maltraitant et c'est peut-être des situations où finalement à vouloir ne pas intervenir, on peut aussi participer à ce qui est maltraitance. Bien sûr, ou hospitaliser, et qui crée donc pour la personne aidée une hospitalisation de fait, de force. D'autres réactions? Oui, pardon, madame. Oui, je suis dans la même association que Monique Guimberteau. Plus près, plus fort, s'il vous plaît. Je suis dans la même association que Monique Guimberteau, c'est-à-dire Alliance à Bordeaux. Et on fait de l'accompagnement et à domicile et en institution. Comme l'a dit Catherine, certaines préfèrent aller simplement en institution, mais en général on fait les deux. Et ce que je trouvais très important, c'est le fait que, bien sûr, quand on est à domicile, on est pendant ce moment-là seul avec la personne que l'on accompagne, mais ce qui est extrêmement important et rassurant, c'est qu'on fait partie d'une équipe et qu'en général,
Les gens que nous accompagnons à domicile, on n'est pas en binôme, on est 3 ou 4 personnes différentes à aller voir cette personne-là. Et donc après, on communique par des comptes rendus ou par téléphone s'il y a des choses particulières dont on a besoin de parler. Et tous les mois, on a une réunion de toutes les personnes qui font de l'accompagnement à domicile. Tous les mois, un temps de parole, d'échange par rapport aux difficultés qu'on a pu avoir, au plaisir qu'on a pu avoir, aux étonnements qu'on a pu avoir. Et moi, personnellement, je crois qu'il ne faut quand même pas trop s'inquiéter quand on va à domicile, parce que c'est une belle expérience. Merci, on va rassurer Madame qui était là-haut. Alors, il y a beaucoup de bras levés. Ah, voilà. Madame, oui. Voilà, moi j'ai un micro là. Moi j'avais une question juste pratique par rapport vis-à-vis de Madame Yolande Pasteur, ce que je n'ai peut-être pas bien compris. Au moment de la mise en place de la première rencontre, j'ai cru entendre que les bénévoles donnaient leurs coordonnées à la personne accompagnée. Que les bénévoles donnaient leurs coordonnées à la personne accompagnée. On laisse les coordonnées. Alors ça c'est quelque chose qui me fait, voilà, qui m'étonne beaucoup. Pour quelle raison? Que j'ai l'impression qu'on peut avoir un glissement sur l'interpersonnel et qu'on ne reste plus dans le cadre de l'association. Non, c'est en cas de, par exemple, d'hospitalisation, s'il y a une hospitalisation, qu'on puisse être prévenu. Enfin, voilà, c'est pas. Oui, mais ça peut passer par le réseau, ça peut passer par la. Alors, quand il s'agit des demandes directes de famille. C'est-à-dire, on a des demandes d'accompagnement qui sont faites direct. C'est des demandes directes des familles. On passe pas par un réseau ou par une équipe mobile. Hein. Donc là, il n'y a pas de lien extérieur entre la personne à accompagner et l'association. Mais du coup, pourquoi ne pas donner les coordonnées de l'association qui va relayer de aux l'association bénévoles pour éviter qu'ils aient les noms, enfin, moi ça me paraît normal qu'ils aient les noms des bénévoles qui interviennent. Oui, mais voilà. Entre avoir les noms et le numéro de téléphone direct de la personne. Moi, ce qui me gêne, c'est d'avoir le numéro de téléphone direct. Alors, les coordonnées, ça ne veut pas dire le numéro de téléphone. Voilà. C'est le nom. C'est le nom. L'association, ils l'ont, puisqu'on laisse toujours un dépliant avec les coordonnées de l'association. Voilà. Hein. Mais vous laissez votre numéro de téléphone ou pas? Mais c'est pas grave, vous pouvez le dire. Le numéro de non. Le numéro de téléphone de l'association. Mais pas, les coordonnées pas de votre personnel. non. Oui. Ah, voilà. Je me permettais de réinterpeller parce que je n'avais pas compris. Et notamment comme c'est une demande directe famille, il n'y a pas d'autres intermédiaires. Mais pour un médecin qui laisserait ses coordonnées, ce qui arrive assez fréquemment à ses patients, ça vous... Ah ben non, mais un médecin, c'est pas... Voilà, après moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans l'éthique médicale, mais pour moi, un bénévole, c'est dangereux dans l'interpellation qui peut... Nous, on a eu un bénévole dans notre département qui s'est trouvé sollicité tous les jours. J'ai besoin de toi, viens, je suis toute seule, etc. Parce qu'elle avait laissé son numéro de téléphone. D'accord. Et du coup, après, ça peut être difficile. Donc vous corrigez, c'était une méprise, vous ne donnez pas votre numéro de téléphone personnel et vous êtes d'accord avec madame. Et c'est les noms. D'accord. Le micro, je crois qu'il est tout là-haut, je ne le vois plus. Madame, oui, pardon. Pardon, vous ici et puis madame qui est derrière. Oui. Jocelyne Dillet de Orléans. Alors moi je voulais faire part de mon expérience. J'ai commencé donc l'accompagnement à domicile en décembre dernier, c'est tout récent. Et ceci à la demande d'un médecin, parce que j'intervenais comme bénévole dans un hôpital et dans un EHPAD. Et il y a un médecin de l'hôpital tout acquis à notre cause qui un jour nous a dit « mais Jalmal, vous faites bien d'accompagnement à domicile, et j'aurai un monsieur, j'aurais bien aimé qu'il soit suivi. » Et donc, ce monsieur est sorti de l'hôpital et derrière, on a commencé en binôme un accompagnement auprès de ce monsieur à domicile. Donc, j'avais jamais fait, j'avais jamais pensé faire de l'accompagnement à domicile, mais étant donné que ce médecin était hyper sympa et puis qui sont tout acquis à notre cause, bah, j'ai commencé. Et puis, ma foi, je m'en porte pas plus mal, je survis. Voilà. Enfin, c'est tout frais encore. Hein. Merci. Oui, c'est tout frais. Merci. Merci pour ce témoignage. Ça vous surprend un mode d'exercice comme ça? Non, tout est faisable. Il faut s'adapter aux situations. Du moment qu'on s'adapte.
Et vous avez trouvé du plaisir? Oui, ça a été. Bon, au départ, on fonctionne en binôme quand même. Hein, Vous voulez dire que c'est moins de plaisir en binôme ou c'est... Si, au contraire. Non, au contraire, on le voit, ce monsieur, une personne sur deux. Une semaine sur deux, pardon. Donc, bon, ça m'a permis de... Merci pour ce témoignage. Madame, on vous fait passer le micro. Il est en... Excusez-moi, là. Il nous reste plus que quelques minutes, alors... 2 minutes. Moi, je suis Chantal Cuisinier de Jalmal-Arrest. Si j'ai bien compris, vous intervenez des fois à la demande des familles. Mais je croyais qu'il fallait passer automatiquement par Avesa ou par une chose comme ça pour être assuré. Avez-vous une assurance comme ça quand vous partez d'une famille qui vous téléphone et qui vous dit vous pouvez venir, vous y allez? C'est ça. Oui, alors que nous a dit non, la fédération nous demande d'intervenir que à la demande des structures comme Avesa. Donc je ne comprends pas. Et puis deuxième question, j'ai une deuxième question, j'en profite, Deuxième question, nous on a du mal d'avoir des demandes de domicile, alors que certains on a de dire qu'ils croulent sous les demandes. Je voulais savoir comment vous faites. Parce que justement, peut-être que nous on a des barrières justement avec ça. On ne le fait pas directement avec les familles, il faut que ce soit une demande. Pour ça, juste pour le premier, vous avez visiblement des situations en régions très différentes, parce que dans certaines régions, ils sont submergés par les demandes à domicile, et dans d'autres, comme dans la vôtre, il n'y en a pas suffisamment. Donc vous allez nous faire un petit peu un état des lieux. Et pour ce qui concerne la question de madame sur des familles qui appellent directement, donc, et du coup, c'est vous qui devez entrer en lien avec les équipes? Ah, plus du tout. Pas du tout, pardon. Non, mais je ne pense pas que la fédération a dit qu'il fallait absolument passer par une HLD ou par on dit réseau non de la tête, ou une équipe mobile. Non, est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce qu'on peut faire passer les micros à la fédération? Est-ce que quelqu'un de la fédération peut répondre? Est-ce que quelqu'un de la fédération peut répondre? Voilà, est-ce que vous êtes assuré quand vous intervenez à domicile à la demande de la famille? Je n'ai pas bien compris, pardon. Quelqu'un veut répondre ou compléter cette réponse? Oui, je suis Sabine, donc aussi dans l'équipe de Compiègne. Je préside l'association depuis 8 ans, ou à peu près ce temps-là. Pour les domiciles, nous, on intervient toujours à la demande d'une équipe soignante. Jamais de notre propre chef, je dirais, avec des familles directement. Ce qui facilite aussi la présentation quand on a un bon partenariat avec un réseau ou une HAD. Eux-mêmes travaillent déjà au niveau du domicile avec les membres de la famille pour expliquer qui on est, comment on agit, dans quel cadre, etc. Ensuite, la responsable du domicile va présenter présenter l'association d'une part et les domiciles, les bénévoles qui vont intervenir à domicile. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses. Ça pose la place de chacun. On ne va pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Le partenariat avec les soignants. Non, on ne dit pas qu'on prend la place de quiconque, mais vous accueillez ces demandes. Mais il y a des familles qui connaissent l'association Jalmal et qui téléphonent directement à l'association pour un accompagnement. Oui, c'est ça la question. Et c'est possible. Et à mon avis, c'est possible. Pourquoi ce ne serait pas possible? Je ne sais pas. Nous, on a refusé récemment. On a de plus en plus... Là, pardon. Là-haut. Ah, madame et puis monsieur. Je ne sais pas. Je voulais, par rapport à ce qui vient de se dire, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs qui disent « Ah oui, mais au domicile, il y a déjà tellement d'intervenants. Vous comprenez, alors encore introduire un bénévole, ça fait déjà tellement de personnes qui interviennent, etc. » Voilà. Qui font obstacle. Monsieur aussi un commentaire et après on va... Oui, très rapidement, je voulais dire que, moi je suis ancien psychologue d'équipe mobile de soins palliatifs. Je voulais juste vous dire que nous, notre pratique dans l'équipe mobile, c'est dire aux familles, c'est vous qui contactez les associations et qui gérez avec les associations. Très bien. Eh bien, on voit que effectivement, le principal, c'est qu'il y ait de l'accompagnement et d'accompagnement de qualité, et que la voie d'entrée, c'est un petit peu ça, finalement, ensuite...
vous vous arrangez. Quand c'est la famille qui appelle, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus en lien avec les équipes. Non, pas du tout. On peut faire déjà une évaluation et puis voir est-ce qu'ils sont suivis par une équipe, etc. Mais peut-être ils ne sont pas du tout suivis par une équipe, ils sont juste suivis par un cabinet infirmier, par un médecin généraliste. Et je crois que nous, en tant qu'association, on est aussi là pour, répondre à la demande de ces malades. Et après, chaque demande est particulière. S'il vous plaît, juste la question de l'assurance n'a pas été répondue. La question, c'était comment est-ce que vous êtes assuré quand vous allez directement à la demande? On n'a plus notre juriste. Est-ce que vous êtes assuré lorsque vous répondez directement à une demande sans passer par une équipe? Normalement, dans chaque association, les bénévoles, il y a dans chaque association, il y a une Excusez-moi, c'est un petit peu bruyant, ça va finir. Il y a une responsabilité civile pour chaque bénévole. Dans chaque association, normalement, les bénévoles sont assurés par l'association. Et ça passe par l'assurance de l'association. Très bien. Il me semble qu'il y a aussi dans la société des gens qui vieillissent entre guillemets en bonne santé, mais qui ont aussi besoin d'être écoutés et qui peuvent être très âgés et qui peuvent aussi avoir besoin de notre écoute, sans que ça passe par un cabinet infirmier ou un réseau, etc. Est-ce qu'on est dans la fin de vie, une autre type de finition de fin de vie dans ce cas-là? Oui, il y a des gens qui vieillissent en bonne santé, mais qui ont besoin d'être écoutés. Je crois que